Est-ce que Voilà, vous voyez mon parfait. PowerPoint? Oui, c'est bon? Ok, Merci. donc je vais utiliser quelques dessins, donc des dessins qui ont été réalisés par mon collègue et ami Charles Hénin, avec qui on travaille ensemble. Tous ces dessins sont originaux, hein, ils représentent exactement ce que l'on fait en classe. Donc, le partage que j'ai envie de faire avec vous, moi je ne suis pas du tout un prof dans les sciences de l'éducation, c'est comment on peut hybrider en collaboratif, c'est-à-dire du présentiel, du distanciel, mais je dirais en faisant en sorte que les étudiants travaillent en équipe, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec la clinique du droit. Est-ce que c'est facile, pas facile à voir? Donc, au tout début, je vous dirais que ma classe, elle est un peu bizarre déjà depuis 7-8 ans. C'est une classe renversée. C'est pas une classe inversée, c'est une classe renversée parce qu'il y a la posture qui change beaucoup. Dans cette classe, en fait, pour le schématiser de manière un peu provocante, c'est un cours magistral, hein. Je suis en train de vous parler d'un cours magistral en génétique moléculaire, en licence 3. Donc j'enseigne à plusieurs niveaux, mais là, il est expérimenté en licence 3 depuis 7-8 ans. Les étudiants deviennent le prof et le prof l'élève. En fait, les étudiants vont co-construire le cours. Donc les étudiants sont en méthode socio-constructiviste, ils vont co-construire le cours et le prof devient l'élève. Alors, on leur donne que les titres des chapitres. Par exemple, je veux dire, moi, mes titres de chapitres sont très simples, hein, la duplication, la réplication, les mutations. Si j'étais un prof d'histoire géo, ce serait peut-être la victoire de Napoléon à Austerlitz, ou bien l'exil à Sainte-Hélène. Voilà. Puis en droit, on a parlé du droit juste après, un chapitre sur une question de droit social, par exemple. Et à partir de ça, ils font le plan comme ils veulent et ils organisent le contenu. Donc, ils vont bien écrire le cours. Donc, ce sont les étudiants qui rédigent le cours magistral. Pour cela, on utilise des équipes. Donc, il y a un casting, c'est-à-dire que c'est des équipes de 6 étudiants. Moi, je travaille avec des promos de 50 à 60 étudiants. Donc, cette année, j'ai eu 64 étudiants. Et en plus, je les ai eus à distanciel à 100%, donc c'était plus compliqué. Donc, les étudiants, on constitue des équipes avec un casting et on mélange dans ces équipes ce que d'aucuns appellent les bons, les moyens et les mauvais élèves. En fait, ils sont tous bons, les étudiants. Mais on va dire des étudiants avec de très bons niveaux scolaires, des étudiants moyens et des étudiants qui ont des difficultés. Pourquoi je fais des équipes de cette manière-là? De manière à ce qu'elles produisent toutes à la même vitesse. J'évite de leur dire mettez-vous par affinité. Puisqu'on a rajouté comme petit condiment qui marche bien, c'est qu'on a séparé les affinités. Autrement dit, chaque étudiant a ses meilleurs amis, ses binômes et autres dans les autres équipes. Comme ça, la communication entre les équipes marche super bien. Enfin, super bien, elle marche très bien. Les étudiants vont utiliser en classe, toujours en présentiel, des méthodes assez originales, des cartes mentales. On travaille avec du numérique, hein, ils amènent leurs ordinateurs, ils ont des tablettes, mais on utilise beaucoup aussi le feutre, le papier, les dessins, les cartes. Et je peux vous dire, pour l'avoir observé très souvent, quand on fait travailler des étudiants avec des tableaux, des crayons ensemble, il y a beaucoup plus de mouvement et d'activité que si vous les faites travailler 100% numérique dans la classe avec des claviers. C'est souvent celui qui pianote sur le clavier qui est le plus actif. Et plus l'étudiant de l'équipe est éloigné de l'ordinateur, plus on s'aperçoit qu'il est inactif. Alors, les étudiants, toujours en présentiel, vont utiliser des documents collaboratifs. Donc, nous, on utilise un document Google Drive, mais il y en a bien d'autres. Et donc, ils vont coécrire. Par exemple, si j'ai 6 équipes ou 7 équipes, cette année, j'en ai eu 12 équipes, j'ai eu beaucoup plus d'élèves. On peut les appeler équipe 1 et équipe 12, et puis elles vont écrire des chapitres. Par exemple, le chapitre 1 est coécrit par l'équipe 1 et l'équipe 2, le chapitre 2 par l'équipe 3 et l'équipe 4. Et après, il y a des rotations. Et l'idée, c'est de décrire ce cours en l'illustrant. Donc, je donne des consignes pour écrire le cours. Et ce cours doit être de niveau L3 et compréhensible par tous les étudiants. Le copier-coller est permis à partir du moment où il est court, concis, je vais dire, et compréhensible. Par contre, les copier-coller de très grande taille sont inefficaces parce que les étudiants qui ne comprennent pas, les étudiants d'une équipe ou une équipe complète qui ne comprend pas ce qu'une autre équipe a écrit, surligne presque en direct ce qui est produit, et donc l'équipe productrice doit recommencer le travail. Donc plus on vous surligne vos copier-coller, plus cela veut dire que les autres étudiants, et le prof aussi, puisque moi je deviens l'élève majeur de la promo, je surligne. Alors, on travaille beaucoup avec des méthodes de rotation. Là, je vous en montre qu'une parce j'en ai vraiment beaucoup. Les tableaux tournants que je réussis à faire en présentiel, bien sûr, mais que je n'ai pas encore osé faire en distanciel. Mais ça risque de venir l'année prochaine.
Les tableaux tournants, les étudiants sont concentrés sur des questions. Ça peut être une question que je leur pose, parce que comme je suis leur élève, je pose une question à mes 50 professeurs. Je leur dis, voilà, je n'ai pas compris comment une molécule d'ADN se duplique. Et puis, ils vont répondre, sauf que par équipe, ils sont connectés, hein, ils peuvent utiliser toutes les ressources qu'ils veulent. Sauf que toutes les 3 minutes ou 4 minutes, il y a des rotations. Donc chaque équipe continue à répondre à la question, mais en complétant le schéma de l'équipe suivante. Donc l'équipe 1 se passe sur le tableau 2 et elle continue à compléter la production de l'équipe 2. Et puis les étudiants, c'est pour dire que ce cours magistral va très loin, les étudiants vont écrire aussi les questions du contrôle continu et de l'examen. Donc les étudiants dans la classe renversée construisent le cours, l'écrivent, mais en même temps, ils vont rédiger des questions, des QCM, des questions courtes, des questions longues, des questions de synthèse, qu'ils vont poser au prof. J'aime à dire parfois en plaisantant, j'ai plus de copies à corriger, prof d'université maintenant chez moi, mais j'ai des devoirs à faire. J'ai des devoirs à faire et je rends mes devoirs. Alors, pas toujours avec des quantités identiques, hein, on pourra en discuter pendant les questions si vous le désirez, puis je pourrai vous donner des documents par la suite. Et lorsque j'ai des collègues qui me disent mais quel est l'intérêt d'inverser comme ça, je leur dis ben, demande à mes étudiants, est-ce que c'est facile de corriger un prof? Ben non, c'est pas facile de corriger un prof. Ils répondent parce que d'abord, il faut connaître le cours, il faut construire la question, il faut monter un barème. Et puis quand on récupère la réponse du prof, ben, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc ça fait partie d'un processus d'apprentissage qui est assez efficace. D'ailleurs, on dit souvent, hein, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Moi, je leur avais dit, ben, enseignez-moi la biologie moléculaire et vous verrez mes réactions. Donc tout ça, ça a fonctionné très bien, enfin assez bien, avec des hauts, des bas. Sur mon blog, vous pourrez voir un peu des évolutions. Il y a sont publiées toutes les évaluations positives et négatives des étudiants en présentiel. Et puis est arrivé ce fameux coronavirus qui nous a mis en état de pandémie. Et là, il a fallu se dire comment je peux passer d'un présentiel en distanciel. La première année, donc vous l'avez vécu avec moi en mars 2020, c'était un peu une solution de secours. Moi déjà, j'avais fait déjà les 2 tiers de mon module. Donc au deuxième semestre, j'avais fait les 2 tiers de mon module en présentiel. J'ai sauvé un peu les choses dans le tiers restant je l'avoue, dupliquant pas mal de choses. Mais les étudiants avaient déjà travaillé ensemble et utilisé le numérique. Donc je m'en suis assez bien sorti par rapport à d'autres enseignants. Mais cette année, à la rentrée en septembre 2020, eh bien là, j'ai dû co-construire mon cours à nouveau, enfin avec des collègues, mais de manière entièrement distancielle. Le problème du distanciel, je parle de la géolocalisation, hein, parce que vous le savez, un distanciel présentiel, ce n'est pas forcément une question de géolocalisation. Si vous avez un étudiant qui s'endort dans un amphi, ben pour moi, il est en distanciel. Et puis si vous avez un étudiant qui est super actif en plateforme Zoom ou Teams, ben, il est en présentiel. Mais vous l'avez sous les yeux, hein, c'est ce rapport à l'ordinateur. Des fois, là, ça peut être un prof hein, qui ne sait pas très bien comment faire, mais ça peut être aussi un étudiant. Donc, les élèves comme les profs peuvent avoir ce problème à la maison de l'usage du numérique. Et puis, les enseignants, chez eux, ben, ça dépend aussi des conditions de votre âge, de vos familles. Est-ce que vous êtes presque retraité? Est-ce que vos enfants ont quitté la maison? Est-ce que votre conjointe ou conjoint fait du télétravail? Il faut s'occuper des enfants. Et il y a eu des situations très compliquées, sans doute plus compliquées dans le primaire, premier, second degré que dans le supérieur, mais enfin, c'est des choses qu'on a aussi observées dans le supérieur. Donc, tenir compte de l'environnement aussi de travail. Alors, une des toutes premières choses que j'ai observées, mais je ne suis pas le seul, de différence fondamentale, enfin une des différences principales entre le distanciel et le présentiel, c'est la gestion du temps. Donc, ce que vous faisiez et ce que je faisais en présentiel, j'ai réduit les séquences et j'ai augmenté la variabilité. On sait qu'un étudiant, son niveau d'attention, souvent, c'est un quart d'heure. Dans un amphi ou en classe, un quart d'heure, 20 minutes. Quand il tient au-delà de 30 ou 40, c'est vraiment un passionné. Mais je dirais, pour maintenir une classe attentive, c'est un quart d'heure en présentiel. Et en distanciel, c'est 3-4 minutes. Ça dépend aussi de la façon dont vous faites le cours. Et donc, moi, des séquences que j'ai prévues, que j'ai installées dans ma classe renversée, des tableaux tournants, des séquences dont je vous en montrer quelques-unes juste après, ben, je les ai passées facilement de 30 ou 25 minutes à des sous-groupes de Zoom en 5-10 minutes, quitte même à les faire travailler des fois, je dirais, avec des choix de temps. Donc en leur disant, écoutez, vous avez 5, 10 ou 15 minutes. Donc les groupes choisissent. Et puis moi, je peux reprendre la main avec un groupe qui a fini au bout de 5 minutes en laissant les autres travailler, enfin prendre plus de temps.
Les groupes. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour produire les chapitres, mes groupes étaient constitués. Il y avait un casting. Mais là, alors ça marche toujours en distanciel. En distanciel, mes étudiants construisent toujours leurs chapitres, je dirais, par équipe, mais on utilise des forums, des questions. Je les fais aussi travailler par petits groupes, binômes, trinômes, où là, les constitutions sont aléatoires. Ça va très vite, ça me permet de le faire avec la plateforme, et puis ça me permet de faire des échanges entre les participants qui ne sont pas d'une même équipe. Alors, une technique que j'utilise en présentiel qui marche très bien, que j'ai appelée l'imprégnation, c'est une technique où je dis à mes étudiants, écoutez, voilà, on va travailler sur telle enzyme, mais avant de démarrer, je vais vous laisser un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, et puis vous allez chercher tout ce que vous pouvez trouver sur cette enzyme, sa structure, son fonctionnement. Donc je leur dis, voilà, c'est parti, vous avez 10 minutes, un quart d'heure, vous êtes libre, allez-y. Alors ils démarrent, et au bout de 2 à 3 minutes, donc un temps beaucoup plus court, je leur dis non, écoutez, j'ai changé d'avis, on va le faire différemment, je vais vous le montrer, et je vais prendre 10 minutes, et vous allez voir, tout est complet. Et là, alors ça les perturbe au début, hein. Et puis cet exercice, je ne peux pas le faire non plus 36 fois. Et je le fais pour des points cruciaux ou des points qui sont sur des points de chapitre qui les intéressent moins. Et là, je m'aperçois que quand je démarre mes 10 minutes de présentation, eh bien, comme leur cerveau est imbibé du sujet, puisqu'ils ont tous et toutes commencé à chercher sur le sujet, eh bien, ils captent. C'est-à-dire que si je leur ai parlé d'une enzyme, eh bien, quand je suis au tableau et que je suis en train de parler la même enzyme, eh bien, ça fait un lien avec les 2 à 3 minutes dans lesquelles ils étaient impliqués juste avant. Donc cette méthode d'imprégnation, je l'utilise en présentiel et en distanciel. Une autre méthode qui fonctionne aussi bien en présentiel qu'en distanciel, c'est les questions. Donc les étudiants sont des profs, ils me posaient des questions en cours, donc j'avais une façon de traiter les questions en cours, je pouvais traiter les questions chez moi. Et bien ça, à distance, ça marche super bien avec des forums. Donc j'utilise Moodle, donc la plateforme Moodle, dans laquelle j'ai construit des forums, des chats, et puis des répertoires dans lesquels on va mettre nos productions, et les étudiants construisent des questions. Quand j'étais en présentiel, je n'avais que des questions d'équipe, donc je donnais des notes d'équipe. Alors qu'en distanciel, j'ai plus de temps et de facilité pour pour avoir des questions. Enfin, vous voyez, c'est pas moi qui pose les questions, pour avoir des questions individuelles. Et je peux noter la qualité de la question. Et après, je réponds. En présentiel, je répondais de manière correcte ou incorrecte. Ça dépendait de la séquence. Par contre, en distanciel, là, je réponds toujours de manière correcte parce que j'ai 64 étudiants. Si je reçois 64 questions, eh bien, je réponds de manière correcte pour éviter qu'ils perdent trop de temps à chercher. Je mets une petite contrainte quand j'ai 64 questions. Il est strictement interdit à un étudiant de poser la même question qu'un autre. Donc, un étudiant qui se connecte au début, qui travaille vite, il a un peu de liberté. Un étudiant qui prend beaucoup de temps, il est obligé de lire les 63 questions avant de me proposer la sienne. Et puis, j'ai introduit en distanciel quelque chose que je ne faisais pas du tout en présentiel, c'est le vote pondéré. Donc, je leur propose qu'on traite à distance des parties du chapitre qui les intéressent le plus. Et donc, il y a des parties de chapitre qui sont notées sur le forum et ils votent. Et moi, par exemple, le mercredi matin, quand j'ai cours, je sais que je vais réserver 20 minutes sur un sujet, eh bien, je regarde leur vote et on va choisir en priorité les parties de chapitre qui ont recueilli le plus de voix. Et ça, c'est intéressant parce que les étudiants, eh bien, comme c'est actif, ils demandent du cours magistral. Et tout à l'heure, dans les réponses à vos WooClap, quand on dit par exemple le cours magistral ne fonctionne plus, enfin c'est pas ce qu'on dit, hein, mais il y a une grande majorité de profs qui disent non, non, le cours magistral ne fonctionne plus, il faut innover, faire du travail collaboratif, des classes inversées, renversées, etc. Eh bien, c'est une hérésie, une aberration, parce que le cours magistral fonctionne super bien pour transmettre de la connaissance. Et plus vous intéressez les étudiants par des séquences innovantes, plus ils ont envie de cours magistral. Et moi, je fais donc du cours magistral à distance. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, moi, je ne vous vois pas avec la plateforme Teams, mais je pense que vous voyez mon visage. Vous voyez, j'utilise une petite webcam, comme ça, très simple, qui coûte rien du tout, et qui se fixe avec une clé USB. Il n'y a pas de logiciel. Vous prenez la caméra et vous la fixez sur l'ordinateur. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous prenez une feuille de papier, un crayon, et donc là, vous n'allez pas m'entendre, je vais le faire pour vous. Les étudiants, vous voyez, en haut, me voient. C'est intéressant qu'ils voient la personne qui parle. Et puis, je leur fais un schéma voilà, d'une molécule d'ADN. Et donc, je suis comme au tableau. Je suis comme au tableau, sauf que j'utilise un feutre. Vous allez le voir ici, des couleurs. Je peux utiliser un peu ce que je veux. Ce sont des séquences qui durent jamais plus de 20 minutes, un quart d'heure, souvent un quart d'heure.
ou 10 minutes, ça dépend. Plus la séquence est courte, plus elle est active. Ici, je suis en train d'expliquer la façon dont une bactérie fabrique des protéines. Voilà. Et puis, je peux, à certains moments, donc c'est de la génétique moléculaire, et puis je peux même utiliser des marqueurs. Je pense que je suis ici. Voilà, je vais retourner un petit peu en arrière. Si c'est possible, bah, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc, les étudiants apprécient énormément cette méthode à distance. D'ailleurs, ils me disent, vous le verrez dans les évaluations, hein, donc il y a des évaluations que je fais sur mon blog, ils me disent, cette façon de travailler, monsieur, c'est plus efficace que quand vous êtes au tableau. Parce que quand vous êtes au tableau, on peut être distrait à droite ou à gauche, alors qu'ici, on a l'impression d'être au-dessus de votre épaule. Et donc, on est hyper concentré. Et puis, ce qu'ils apprécient, c'est que ces petites séquences de 20 minutes ou d'un quart d'heure, je les enregistre. Et donc, ils peuvent les regarder chez eux, les revisionner. Alors, ça peut permettre aussi à des étudiants qui ont séché le cours de les visionner, mais je peux vous dire qu'un étudiant qui a séché le cours, il a beaucoup de difficultés avec ces séquences. Alors qu'un étudiant qui a suivi le cours, il peut suivre la séquence enregistrée de manière plus intensive. Voilà, donc quelques exemples très rapides de présentation en cours et à distance. Mes élèves en classe, donc là on est dans la classe, on utilise ce que j'ai appelé des PowerPoint inversés, des modes de présentation bizarres. Ici par exemple, vous avez le PowerPoint muet ou PowerPoint inversé. On projette sur l'écran une séquence. À distance, ça marche très bien. Et les étudiants ont 2-3 minutes ensemble en équipe, soit pour dire ce qu'ils comprennent de ce qui est projeté, ou pour poser des questions. Donc, et il n'y en a qu'un seul qui prend la parole. Et donc, quand l'étudiant prend la parole, il parle au nom du groupe. Donc, ça les oblige à réfléchir, à se concerter et ensuite à poser une question. Ici, vous avez un exercice très court qui s'appelle l'éclipse. C'est lorsque les étudiants ont une production hyper importante, on n'a pas le temps de tout développer. Donc, je vais pointer un des points. Bon, je suis l'élève, hein, rappelez-vous, hein, c'est eux les profs. Je regarde leur production et je dis, OK, moi, ça me va bien, mais cette partie-là, je ne la comprends pas. Et donc, je pointe le sujet à présenter. Un troisième exemple aussi très rapidement, là ça marche hyper bien en présentiel, ça s'appelle trouver l'erreur. Donc je focalise mes étudiants pendant 10 minutes sur une présentation. Soit je la fais moi-même, parce que je réponds à leurs questions, ou soit c'est eux qui la font. Il y a plusieurs possibilités. Et je leur dis pendant 10 minutes, tout ce que je vais vous dire est vrai, et c'est important. Par contre, je vais introduire une erreur. Je vais introduire sciemment une erreur dont vous n'aurez jamais la correction. Et c'est à vous de vous débrouiller. Vous êtes 50, débrouillez-vous. Mais cette erreur, si je la trouve dans des questionnaires, des devoirs surveillés ou à l'examen, elle va vous valoir un malus important. Parce que c'est inadmissible de gober, entre guillemets, une erreur aussi importante. Donc, ne soyez pas en classe, pardon, uniquement pour copier-coller ce que le prof raconte. Voilà, ça c'est le karaoké. Je ne l'ai jamais osé en distanciel, mais en présentiel, ça marche bien. C'est-à-dire que je projette par exemple, on projette par exemple un schéma produit par l'équipe 1 et c'est un étudiant de l'équipe 2 qui va le présenter. Il ne sait pas, hein, mais il doit se débrouiller. Il a 2 minutes pour improviser. Qu'est-ce que toi, tu peux me dire du travail des autres? Donc, il se débrouille comme il peut. Et au bout de 2 minutes, 1 minute à peine, je l'arrête et je demande à l'équipe qui a fait le travail, est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous pouvez le compléter? Et quand c'est fini, toute la classe peut poser des questions et moi, je participe aux réponses. Alors, c'est intéressant parce que ces exercices de karaoké, battle, ping-pong, ici, là, où les élèves ont une phrase chacun pour présenter un exposé, tous ces exercices que j'avais imaginés pour augmenter l'attention de mes élèves lorsqu'il y a un exposé, eh bien, ce sont devenus de vrais exercices pour dialoguer et discuter en classe. Voilà, et je termine avec l'évaluation, comme ça on aura un peu de temps pour quelques questions. L'évaluation, j'ai arrêté de la faire sous la forme de notes sur 20, ce qui marchait bien d'ailleurs les premières années, et j'ai transformé l'évaluation en notes sur 20 par une évaluation en score. Donc vous voyez, à chaque fois que des étudiants produisent en équipe, individuellement, ou même ont certains types de compétences, eh bien je leur donne des points. Donc, si vous voulez, plus un étudiant marque 2 points, plus son capital augmente. Et donc, j'ai un fichier Excel et les buildings les plus hauts correspondent aux étudiants qui ont capitalisé le plus de points. Et vous voyez en bas, par exemple, j'ai mis 2 équipes. Et vous avez, par exemple, des points pour des travaux rendus, des présences en cours. Quand ils sont en cours, s'ils sont présents, ils marquent 2 points. S'ils répondent à des sondages, s'ils sont bons dans des questions, enfin, le forum. Donc, j'ai mis plusieurs types d'exercices et à la fin, j'obtiens des scores. Voilà. Et vous avez ici sous les yeux l'histogramme de cette année. Donc là, c'est le vrai histogramme de ma promo de cette année. Vous voyez qu'il y a des étudiants qui ont réussi. Alors, vous voyez les équipes, hein, il y a les 12 équipes.
puisqu'il y a un blanc entre chaque groupe. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des étudiants qui ont réussi à accumuler 110 points. Il n'y a pas de maximum, hein. Quand un travail est bien fait par une équipe, je peux mettre 30 points à tout le monde. Et puis quand un travail est moins bon, je mets 10, 15 ou 20 points, ça dépend, il n'y a pas de maximum. Et quand des étudiants ont des productions particulières, ils répondent au sondage, ils me produisent des questions intéressantes. En classe, ils vont au tableau, ils lèvent le doigt. Ils ont des points individuels. Mais les points individuels sont toujours très peu payés. Donc à titre individuel, je donne 1, 2, 3, 4 points. À titre d'équipe, je donne toujours 20, 30, 40 ou 50 points. Donc les étudiants ont vite compris que plus ils gagnent de points, plus ils participent en équipe et plus ils gagnent de points. Et puis je vais transformer ces points en notes. Seulement, vous allez me dire comment vous faites puisque vous donnez des notes collectives pour repérer les passagers clandestins. Dans une équipe de 6 étudiants, il y a toujours des passagers clandestins, ceux qui profitent du groupe. Parce que quand je donne 30 points, tout le monde a 30 points. Et quand je mettais 18 sur 20, tout le monde avait 18 sur 20, même celui qui ne faisait rien. Alors les étudiants, trouvant ça injuste, je leur expliquais que c'était aussi à eux de régler les choses, parce que s'ils acceptaient qu'en classe, des gens dans une équipe ne fassent rien et qu'ils soient payés à même titre, je les plaignais plus tard dans leur travail. Et donc je peux vous dire que, alors je vais vous dire, il y a une nuance, parce que vous allez le voir après, j'ai un système de contrôle, mais les étudiants, c'est aussi une façon de les éduquer un peu à travailler ensemble, et je peux vous dire qu'ils prennent cette responsabilité à cœur, et qu'un étudiant qui travaille un peu moins, mais il est ramené par le groupe, et pas par moi. Et donc, pour détester, ce n'est pas un lapsus révélateur, hein, je vous rassure, pour détecter les passagers clandestins, j'utilisais une méthode en classe qui marchait super bien, qui s'appelait le 180 degrés, où les étudiants faisaient des auto-évaluations. C'est impossible à faire à distance. Donc, je me suis retrouvé un petit peu bloqué parce que ma méthode de détection des passagers clandestins à distance ne fonctionnait plus. Donc, je ne pouvais pas dupliquer une méthode qui marchait très bien en présentiel. Donc, au lieu de faire du 180 degrés, ça existe, hein, je pourrais vous donner les références, c'est un test d'entreprise, hein, le 180 degrés, que j'ai adapté à mes étudiants. Et donc, je me suis inspiré du concours de l'Eurovision. Vous savez, les votes pondérés. 10 points, 9 points, etc. Je donne un pool de points aux étudiants et ils vont les répartir dans l'équipe en fonction de la perception qu'ils ont du travail des autres, plutôt de leur contribution au travail d'équipe. Ici, vous voyez par exemple, je pense que vous voyez ma souris. Ah oui, donc je ne leur donne pas n'importe quel critère. Je leur donne comme critère, par exemple, aller chercher de l'information, rédiger des chapitres. Donc, quelle a été ma contribution dans la recherche d'informations, la rédaction du chapitre, l'iconographie, la construction des questions, les explications aux autres membres du groupe. Voilà, j'ai choisi 5 items. Ici, vous voyez très clairement l'équipe 2, comme tout le monde a le même score, eh bien, ils se sont concertés. Alors, ceux-là, c'est sûr qu'ils se sont concertés pour se mettre à tous et toutes les mêmes notes, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, et encore moins le cas là. Seulement, les équipes qui se notent plus ou moins de la même façon, eh bien, ils n'ont plus cet argument de venir me dire, ils ne l'ont jamais fait, mais ils pourraient le penser, ou certains, un ou deux l'ont fait, de venir me dire, monsieur, c'est injuste, vous savez, moi, dans mon groupe, on n'est que 2 à faire tout le travail et il y en a 3 qui profitent. Ah bon? Alors, on va regarder le test de détection et je vais leur dire, ben non, pas du tout, vos auto-évaluations sont parfaites. Alors qu'ici, et ici, vous voyez qu'il y a des étudiants qui sont hyper bien notés par les autres et d'autres qui sont bien moins notés. Et quand on superpose le test de détection des passagers clandestins avec les leaders aussi d'ailleurs, parce qu'on détecte aussi les leaders, et mes scores, eh bien, on obtient, je dirais, à 90% une correspondance. Et pour des élèves qui auraient été non détectés, par exemple, vous le voyez ici, l'étudiant qui est ici à droite, il est hyper mal noté par ses collègues, hyper mal noté dans son groupe, alors que moi, en termes de score, je lui ai mis des scores corrects. Donc là, on peut retravailler, puisque ce test, je le fais au bout des 2 tiers du cours, je peux retravailler pour majorer, minorer ou voir le problème en direct. Voilà, l'examen, ce dont je vous ai parlé, c'est du contrôle continu. Seulement l'examen à l'université terminale, c'est un examen souvent de contrôle de connaissances. Donc avant, il se faisait dans un amphi surveillé ou dans une salle de classe. Les élèves avaient souvent l'impression que plus ils grattaient, plus ils auraient de points, ce qui n'est pas du tout le cas. Depuis 2 ans, mon examen est connecté. Les étudiants peuvent se connecter sur Internet pour répondre à l'examen, à la fois en classe mais en distanciel. Alors, comment faire pour qu'un étudiant ne triche pas en étant connecté? Eh bien, on a créé un module, on a créé un examen dans lequel il est presque impossible de tricher.
Donc, je vous le montre en 2 secondes. Les étudiants, je projette, donc c'est un examen qui dure 2 heures. 2 heures. Les étudiants doivent répondre à 4 questions. Ils ont 20 minutes par question. 4 fois 20, 80 minutes. Ils ont 20 minutes par question. Et ils ont 3 à 4 secondes. Donc, imaginez, l'examen va commencer. Voilà, ils sont chez eux. Ils sont connectés. L'examen va démarrer. Moi, je suis en direct avec eux. J'utilise la plateforme Zoom. Et donc, je leur dis, voilà, vous avez 30 secondes, 30 secondes, vous avez 3 secondes pour repérer votre nom et le chiffre qui se trouve en face. Top, c'est parti. Donc, par exemple, Charlotte, elle voit le chiffre 22 et Gabriel, 22 aussi. Et par exemple, Adrien, le chiffre 20. Donc, ils ont à peine 3 secondes pour voir le chiffre en face de leur nom. Et quand la diapo suivante apparaît, eh bien, Charlotte, qui avait le 22, doit répondre à cette question. Qu'est-ce que la polyadénylation d'un ARN messager? Et Timothée, par exemple, doit répondre comment se réplique un virus enveloppé. Alors bien sûr, ils peuvent repérer un autre élève qui a le même numéro et le contacter, mais je peux vous dire qu'en 20 minutes, ils n'ont pas le temps de contacter les autres et en même temps de répondre à leurs questions. Et puis en plus, même si Timothée a repéré que Mathilde avait le même numéro, peut-être que Timothée, il parle jamais à Mathilde, il n'a pas son numéro de téléphone. Et en même temps, Mathilde, même si c'est sa meilleure amie, elle peut lui dire moi j'ai autre chose à faire que t'aider pendant 20 minutes, elle a son examen à remplir. Voilà. Donc c'est un examen qui est bien calibré, il dure 2 heures, 4 fois 20 minutes pour répondre en temps réel aux questions. Et après, je leur laisse 25 à 30 minutes pour relire, recorriger. Et là, c'est pareil, ils n'ont pas vraiment le temps de se connecter entre eux. Et puis, ils doivent m'envoyer leur copie sous forme numérique, en PDF, en PowerPoint ou autre. Et je peux vous dire, et ils ont une date limite, hein, donc si l'examen commence, enfin une heure limite, si l'examen commence à 8 heures, eh bien, j'ai reçu toutes les copies, les 64 copies à 10 heures. Voilà, l'évaluation, les élèves, les étudiants évaluent toutes les séances. Donc les étudiants, quand c'est en présentiel comme en distanciel, à la fin de chaque cours, de chaque séance, ils vont évaluer la séance. Et ils vont toujours évaluer la séance avec une méthode que j'ai appelée le 10 sur 20. Pourquoi 10 sur 20? Parce qu'ils vont mettre un 20 sur 20 et un 0 sur 20. Le 20 sur 20, ils vont écrire, vous le voyez ici, quelle est la partie du cours ou de la séquence que j'ai préférée et pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et en dessous, le 0 sur 20, quelle est la partie du cours ou de la séance que j'ai détestée et pourquoi je me suis ennuyé? Voilà. Tous ces reports, vous les trouvez sur mon blog. Si vous allez sur Google et que vous tapez blog espace JC2, vous allez tomber sur mon blog et d'ailleurs, je vais vous laisser les coordonnées ici. Donc, vous pourrez aller voir les retours des étudiants et comme ils sont obligés de donner un positif et un négatif, donc chaque étudiant qui évalue le prof et la séquence est obligé de donner un point positif et un point négatif. Et donc, quand vous allez sur mon blog, vous allez repérer, par exemple, pour un cours, 64 opinions positives et 64 opinions négatives. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont les mêmes étudiants. Ça veut dire que le même étudiant peut écrire dans son évaluation 20 sur 20. J'ai adoré la méthode des tableaux tournants parce que le travail collaboratif m'a permis de mieux comprendre en équipe. Et négatif, je préfère quand même le cours magistral et de travailler chez moi avec des fiches. Donc vous voyez, c'est pas si évident de classer les étudiants, ils aiment ou ils n'aiment pas. Il suffit de leur faire extraire à chaque fois des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, on n'en fait rien, je vous le dis tout de suite. On est content, on reproduit l'exercice. Par contre, les points négatifs, ce sont des pépites. Parce qu'avec les points négatifs, surtout si vous avez 30% de vos élèves, 30% de vos élèves qui vous ressortent le même point négatif, eh bien on travaille dessus, faites-moi des propositions. Et on change un peu soit l'exercice, soit une partie de la méthode. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolé de vous avoir donné aussi beaucoup de choses, mais tout ce que je vous ai, d'ailleurs la séquence est enregistrée. Tout ce que je vous ai présenté ici, ben, vous pouvez le retrouver aussi sur les sites que je mets à votre disposition. C'est aussi très facile de m'envoyer un mail et je peux vous envoyer des vidéos, des liens dans lesquels vous allez retrouver ça. Et dans les 2 ouvrages qui sont ici, dans le premier, ben, on parle de toutes les méthodes de la classe renversée, tandis que dans le deuxième qui vient de sortir, on parle plutôt de toutes les méthodes collaboratives, mais qui vont au-delà de la classe. Ça peut être aussi avec des collaborateurs en équipe, en pédagogie, mais pas uniquement en classe, quoi. Voilà, merci à vous.